Merci de cette invitation. Merci à toutes et tous. C'est vrai qu'on suit le travail que vous faites avec l'association HOP depuis quelque temps. Je m'appelle David Cormand, je suis député européen écologiste, Europe Écologie Les Verts depuis 2019. Et au Parlement européen, en lien avec ce que vous faites, en lien avec ce que font beaucoup d'autres structures et associations, on réfléchit sur l'objet social initial de votre structure, c'est-à-dire la lutte contre l'obsolescence prématurée. Il faut savoir que c'est un sujet qui a été appréhendé au niveau européen depuis peu de temps, relativement peu de temps. C'est Thierry Liebert, qui est au Conseil économique et social européen, qui, il y a un peu plus de 10 ans, avait commencé à porter cette question, et un collègue qui, à l'époque, était chez les Verts, qui s'appelle Pascal Durand, qui est toujours député maintenant, mais qui a changé de parti, mais ça, c'est un aspect secondaire, qui s'appelle Pascal Durand, et qui avait, dans la commission dans laquelle je siège aujourd'hui, dans laquelle il siégeait, qui s'appelle la commission marché intérieur et protection des consommateurs, mais j'y reviendrai, avait porté pour la première fois la question de l'obsolescence programmée. Curieusement, c'est un sujet qui, quand on parle de régulation du marché, de marché intérieur et de protection des consommateurs, c'est un sujet qui est venu sur la table très, très, très récemment. Alors que du côté du modèle économique, du côté des industriels, la question de l'obsolescence programmée, ça fait partie de leur business model depuis très longtemps. Et donc là, on voit qu'il y a un décalage entre le modèle dit de développement auquel nous sommes, j'allais dire, confrontés, mais auquel nous sommes exposés, et la régulation du pouvoir public par rapport à ces réflexes de modèle économique, de fonctionnement économique. Or, je vous l'ai dit, cette commission au Parlement européen, d'abord, cette commission du marché intérieur, elle est très importante parce que, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais comme vous le savez, l'Union européenne, elle s'est construite sur la promesse de paix et de prospérité, et dans l'esprit de celles et ceux qui l'ont promue, cette paix et cette prospérité avaient vocation à s'appuyer sur un marché et une économie puissante. Dans leur esprit, une économie puissante, c'était une économie qui répond aux standards traditionnels, productivisme, production, vente, échange mondialisé, etc., etc. Or, la prise de conscience selon laquelle ce type de modèle-là, qui s'appuie sur une économie extractiviste, une concurrence et la vente d'objets physiques, on se rend compte qu'elle se heurte à des questions, j'ai envie de dire, morales, politiques, de vision qu'on a du monde, de la solidarité, du social, etc., etc. Mais elle se heurte aussi, d'ailleurs c'est lié, à des limites physiques. Et donc là, il y a un enjeu politique et social, et politique et économique pour l'Union européenne, qui est le premier marché du monde, de prescrire un autre modèle de construction et de fabrication de valeur qui ne reposerait pas sur, une économie extractiviste linéaire et sur uniquement l'achat de biens matériels et la production de biens matériels, mais plutôt sur une logique de valeur qui reposerait sur des usages. Or, nous ne sommes pas câblés comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'au départ, et comme que les choses sont structurées et sont pensées. Donc, comment on fait pour agir face aux multinationales, mais au-delà des multinationales, comment on fait pour changer le modèle sur lequel s'appuient ces multinationales, sur lequel le business model sur lequel s'appuient ces multinationales. En fait, dans cette affaire, bien sûr, on a des adversaires, parce que le business model de ces multinationales, c'est celui-ci, mais si on veut efficacement remettre en question ce modèle, c'est sur la structure même de modèle économique qu'il faut réfléchir. De façon un peu provocatrice, il ne suffit pas d'être anticapitaliste dans cette affaire, sans doute faut-il l'être, mais il faut réfléchir à sur quelle infrastructure, sur quel modèle, sur quelle circulation des biens et sur quel modèle de construction et de consommation s'appuie ce qu'on appelle le capitalisme. Or, l'un des angles pour agir, ce n'est pas le seul, mais l'un des angles qui existent pour agir, c'est d'organiser ce fameux marché intérieur et cette protection des consommateurs pour qu'on régule la manière dont les objets sont produits, sur quels standards ils sont produits et comment on les fait circuler, comment on les échange. Comment on construit des chaînes de valeur qui ne reposent pas uniquement sur l'extraction de matières premières, leur transformation en produits finis, la vente aux gens et ensuite le fait que ça devienne le plus rapidement possible un déchet, parce que le business model est comme ça, à chercher des chaînes de valeur autrement. Alors, désolé, c'est un peu technique comme ça, mais il faut partir de cette logique-là, à mon avis, pour agir. De façon plus concrète,
Vous avez peut-être entendu parler du Green Deal européen. En 2019, aux élections européennes, il y a eu une poussée écolo, donc il y a eu une pression politique sur le fait, pas qu'en France, au niveau européen, et aussi il y a d'autres groupes, d'autres partis, d'autres listes, d'autres partis qui ont souhaité aussi agir sur la question climatique, la question écologique de façon plus large. Ça a donné une commission, la commission von der Leyen, qui a lancé cette histoire de Green Deal européen. Donc il y a tout un volet sur la question énergétique, sobriété, etc. etc. Ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais il y a aussi un paquet de législations qui sont lancées et qui sont proposées, qui vont être en débat pour réguler le rapport à la consommation, et c'est de ça dont je vais rapidement essayer de vous parler. D'abord, il y a la question de ce qu'on appelle l'éco-conception, l'éco-design, c'est-à-dire une régulation qui vise à légiférer sur la manière dont on va autoriser la circulation de biens de consommation par rapport à la façon dont on les a fabriqués. En clair, la question de l'éco-design, c'est faire en sorte que l'on réglemente le fait que quand on fabrique un produit et qu'on le met en vente sur le marché européen, il soit conçu pour pouvoir durer plus longtemps, pour pouvoir être plus réparable et pour qu'on puisse récupérer de façon plus simple les matières premières qui ont été nécessaires à sa fabrication. Ça, c'est fondamental parce que qu'il y a une question géopolitique aussi derrière tout ça. Vous avez peut-être entendu parler de la pénurie de semi-conducteurs en Europe. Pourquoi il y a un problème de pénurie de semi-conducteurs en Europe? Bon, d'abord, on a une chaîne de valeur de conception, de fabrication de ces semi-conducteurs qui n'est pas au top, mais aussi parce que nous ne disposons pas de la matière première pour les fabriquer. De la même façon que l'Union européenne ne disposait pas de pétrole, et ne dispose d'ailleurs toujours pas de pétrole ou de gaz, nous ne disposons pas non plus d'un certain nombre de métaux rares nécessaires à la fabrication de ces objets. Donc il y a un enjeu écologique, économique, mais aussi de souveraineté géopolitique à réfléchir à ce que j'appelais l'éco-design pour que les produits qui sont en circulation en Union européenne durent le plus longtemps possible pour qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher des ressources dont nous ne disposons pas sur notre territoire. En termes de puissance économique, d'un point de vue purement de ça, l'intérêt objectif de l'Union européenne, c'est d'arrêter de promouvoir un marché du gaspillage qui repose sur des matières premières qu'on n'a pas. À cette course-là, d'un point de vue purement intérêt économique, je mets de côté la question écologique, etc., qui évidemment compte, mais même si on n'était pas convaincu par la question écologique, c'est un enjeu stratégique majeur de pouvoir lancer cela. Et c'est comme ça qu'on essaye d'argumenter, nous les écolos, avec d'autres groupes qui sont moins sensibles aux arguments écologiques, mais qui peuvent entendre plus facilement d'autres types d'arguments comme celui-ci. Et donc, c'est de raisonner sur le fait que ces biens qui seraient éco-conçus, ça permettrait de pouvoir les réutiliser ou de réutiliser les matières qui sont dedans pour leur fabrication pour en faire d'autres dans le cadre de ce qu'on appelle une économie circulaire. Bon, c'est un terme qui a été économie circulaire un peu dénaturé, donc je l'utilise moi pas trop, mais enfin on voit bien l'idée, c'est opposition entre linéaire et circulaire. Les autres leviers qui sont liés à celui-ci, c'est de légiférer sur, mettre des indicateurs et des standards pour obliger les entreprises qui mettent sur le marché des objets à ce qu'ils soient facilement réparables. Ça veut dire avoir des pièces de rechange qui soient accessibles à des prix et dans des délais qui soient acceptables. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la plupart des biens de consommation qu'on nous vend, et particulièrement d'ailleurs les moins chers, mais pas toujours, pour certains téléphones type Apple, ils sont en plus très chers et peu réparables. Bref, c'est mettre une législation qui fasse qu'on puisse, en tant qu'usager, facilement réparer les objets qu'on achète pour pouvoir les réparer, qui durent plus longtemps et qui gaspillent moins de matières premières, etc. L'autre intérêt économique qui est très intéressant, c'est que ça permet de relocaliser l'économie. Quand vous êtes sur une économie purement linéaire, extractiviste, les biens de consommation ne sont plus fabriqués dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on exporte nos pollutions en même temps qu'on exporte les emplois. Or, une économie, une filière de la réparabilité, ce n'est pas des objets qu'on va faire réparer à l'autre bout du monde. Donc c'est une économie d'emplois qui sont qualifiés, parce qu'il faut être qualifié pour pouvoir réparer les objets, qui sont près de chez nous et qui permettent, non seulement c'est une économie, j'ai envie de dire, circulaire au niveau des matières premières, mais c'est une économie qui est également circulaire en termes d'emplois, de filières d'emplois qui sont ancrées sur leur territoire et qui permettent d'avoir une économie
plus résiliente, moins dépendante des flux de la mondialisation, des pénuries de matières premières telles qu'on peut en connaître là à l'occasion de l'agression russe en Ukraine, mais des aléas de ce type-là, il risque d'y en avoir de plus en plus. Et donc c'est très important d'avoir une économie qui repose sur des savoir-faire et des ressources dont on dispose à proximité de chez nous. L'autre aspect, c'est de légiférer sur la durée de vie des produits. Et c'est pour ça que dans les textes qu'on a travaillés au Parlement européen, d'ailleurs pour l'instant on a réussi à gagner là-dessus, c'est qu'on préfère parler d'obsolescence prématurée que d'obsolescence programmée. Pourquoi ? Parce que l'obsolescence programmée, la charge de la preuve, d'une certaine façon, revient à l'usager. Il faut qu'en tant qu'usager, vous fassiez la démonstration que le produit que vous avez acheté, il a été conçu par la firme de manière délibérément défavorable pour vous. C'est-à-dire que l'obsolescence qu'il avait, il l'avait programmée. L'obsolescence prématurée, vous retournez la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est à l'entreprise de démontrer qu'elle a fabriqué l'objet dans les règles de l'art pour qu'il ait une durée de vie qu'on pouvait attendre de lui. L'un des moyens pour faire ça, au-delà de celui que je viens de dire qui est législatif, l'histoire de la charge de la preuve, c'est tout simplement l'allongement de la garantie. Plus vous faites une garantie qui est longue, plus la firme est obligée de fabriquer un objet qui va durer longtemps, sinon tout simplement il va lui être retourné, il devra le remplacer ou le réparer gratuitement pour la personne qui l'a acheté. Donc l'aspect de réparabilité, l'aspect de réusage, ça c'est un autre aspect sur lequel on travaille, c'est de légiférer sur le réusage. Aujourd'hui, y compris quand vous êtes une collectivité publique, l'achat public, petite parenthèse, c'est 16%, grosso modo, de ce qu'on appelle le PIB. Bon, j'aime pas trop, en général, on n'aime pas trop cette expression-là, mais ça donne une idée. Aujourd'hui, quand vous êtes une collectivité publique, c'est très compliqué de justifier le fait d'acheter, c'est possible, mais c'est compliqué, d'acheter des objets de deuxième main, de seconde main. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut faciliter, parce que plutôt que de fabriquer à nouveau un nouvel objet, réutiliser, reconditionner et réutiliser un objet qui existe déjà, c'est fondamental pour économiser des matières premières. Donc ça, c'est des aspects législatifs sur lesquels nous avons commencé à travailler, sur lesquels on va continuer à travailler au niveau européen. Pourquoi c'est important de le faire au niveau européen ? Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, parce qu'en tant que premier marché du monde, l'Europe est prescriptrice. C'est-à-dire que la plupart des entreprises du monde ont besoin, pour leur business model, de vendre des produits dans l'Union européenne. Et donc, quand on impose une règle, un standard écologique, social dans l'Union européenne, c'est quelque chose qui s'exporte dans les autres parties du monde. Je précise ça parce que souvent on nous dit ça ne sert à rien de faire des règles écolo en France ou en Europe parce que les pollutions, elles sont faites ailleurs. Les pollutions, elles sont souvent faites ailleurs, mais c'est pour des produits que nous consommons ici. Et donc là, on peut très concrètement agir pour que ici et ailleurs, ça soit un autre modèle de production qui soit mis en œuvre. Enfin, je voudrais finir sur quelque chose de plus macro, parce que là, c'est des solutions techniques, elles sont importantes, enfin techniques, législatives ou quoi. Je voudrais terminer sur la question de l'imaginaire. On a un problème fondamental, et là, c'est un travail qui se fait pas dans les enceintes parlementaires, etc. C'est le travail politique au sens noble qu'il faut entreprendre. C'est le rapport à la société de consommation, moi que j'appelle la société de consommation ou la société de consolation. Nous sommes aujourd'hui en prise avec une pulsion, d'ailleurs qu'on essaye de nous inculquer, oui, et de nous imposer dans nos esprits depuis longtemps, qui est le fait de s'émanciper par la consommation d'objets matériels. En fait, quelles que soient les législations qu'on mettra en œuvre, quels que soient les standards qu'on mettra en œuvre de réusage, etc., à infrastructure constante, à pulsion de consommation de biens matériels constants, on n'aura pas de solution qui nous permettra de s'en sortir. Donc il faut faire tout ce dont on vient de parler et d'autres choses encore, mais il faut aussi modifier notre rapport à la consommation et donc les infrastructures. L'un des piliers là-dessus, sur lequel il faut, je pense, agir, c'est le rapport à la publicité. La question de la publicité, elle est indéboulonnable de la révolution industrielle et de cette course en avant vers la consommation, l'American Way of Life, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose de fondamental sur lequel il n'y a pas de législation. Non seulement il n'y a pas de législation, mais il y a une fuite en avant sur le niveau d'exposition que les uns et les autres nous avons à cette publicité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être les plus anciens, ça sera le cas, il y avait un patron d'une grande chaîne de télé, qui est toujours une grande chaîne de télé française, qui s'appelle TF1, qui était M. Lelay,
qu'avait défini l'objet social de TF1 comme étant « mon métier, c'est de vendre du temps de cerveau disponible ». Et donc, il parlait de la publicité. En fait, les gens qui regardent TF1, son métier à lui, il le définissait comme ça, c'était de vendre à des entreprises qui avaient besoin de publicité du temps de cerveau disponible de la part des citoyens. 25 ans après, Patrick Lelez, c'était de la préhistoire. Aujourd'hui, le temps de cerveau disponible qu'on nous aspire, c'est plus quelques dizaines de minutes par jour. C'est avec les smartphones, avec le capitalisme de surveillance, avec la captation de nos données personnelles via les réseaux sociaux ou autres, ou les achats qu'on fait en ligne, etc., etc. Et notre parcours sur Internet, c'est devenu quelque chose de massif. Et là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment appréhender de façon sérieuse, puisqu'il y a une entreprise générale, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si ces grands groupes, ces GAFAM, ils ont aujourd'hui atteint des niveaux de capitalisation qu'on n'avait jamais connus jusqu'à maintenant dans l'histoire du capitalisme, c'est que leur modèle économique, c'est de nous pousser à consommer de plus en plus d'objets dont la durée de vie est de plus en plus courte et dont nous avons de moins en moins un besoin absolu. C'est de susciter un désir et un besoin d'une manière, je vais dire, c'est la société de consommation au cube qui est en train d'être mis en place. Je prendrai un exemple sur ce qu'on appelle la révolution numérique. Et ça, c'est très intéressant parce qu'au niveau européen, souvent, dans le cadre de la transition verte, de la part de la Commission, par exemple, Mme von der Leyen, couramment, elle met sur un même pied d'ailleurs, transition écologique, transition numérique. Or, lorsque l'on observe les choses, la transition numérique est tout ce qu'on veut, sauf une transition écologique. La transition numérique telle qu'elle est en train d'être mise en place, ce n'est pas de la sobriété, c'est une débauche de consommation, de production. Ça repose, là encore, sur des métaux rares, sur une économie extrêmement linéaire, extrêmement matérielle. Et donc ça, c'est un autre chantier, mais qui est lié à ce dont on parle ce week-end, qui est comment on conçoit, un numérique qui prend de plus en plus de place et qui va en prendre de plus en plus dans le modèle économique dominant pour éviter de continuer cette fuite en avant vers la surconsommation. Et là aussi, au niveau européen, il y a eu des textes sur ces questions-là, il y en aura d'autres, sur comment on fait pour réguler ce modèle dominant numérique qui est en train de, celui des GAFAM, qui est en train de s'imposer à nous, et comment l'Union européenne refuse de choisir entre le modèle numérique, j'ai envie de dire, à la chinoise, avec un État, en l'occurrence autoritaire, autocratique, qui contrôle la vie des citoyennes et des citoyens, et l'autre modèle, qui est, je ne sais pas s'il est moins pire ou pas, mais enfin, il est moins pire pour moi, mais il n'est quand même pas terrible non plus, qui est celui des GAFAM. Comment l'Union européenne, elle invente une troisième voie dans sa relation au numérique. Et alors ça, c'est, là encore, c'est les low-tech, c'est les logiciels libres, c'est le fait de reprendre le contrôle sur ce dont dépend notre subsistance. Donc voilà en quelques mots comment on peut agir en tant qu'institution européenne, mais aussi en tant que citoyenne et citoyen, par rapport à ces multinationales, mais au-delà de ces multinationales, contre ce modèle, ces infrastructures dans lesquelles nous sommes enchâssés et dont nous devons nous émanciper si nous voulons rester sur une planète vivable et avoir un avenir désirable. Je vous remercie.